On y va? Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués jusqu'à maintenant. Donc, Christophe Philippono, je serai votre animateur pour cet atelier. Euh, j'ai passé 30 ans de ma vie à installer de la clim en tant que RV thermique. Et ça fait 10 ans que je m'emploie en tant que Tipeee à dire qu'il n'y en a pas besoin, en disant qu'on peut faire autrement. Mais je blague à peine en disant qu'effectivement, je suis convaincu qu'on peut, par l'intelligence, par la conception, par les bons choix, essayer de limiter l'appel au système. J'ai une fois dans une réunion avec des architectes en disant qu'en tant qu'énergéticien, on était là pour corriger les bêtises qu'ils faisaient en conception. Mais je crois réellement, effectivement, qu'on a besoin de se poser tous les questions et d'optimiser un petit peu tout cela. Et que les solutions, on les a, on les connaît, mais qu'il faut les mettre en avant. Donc, pour cet atelier donc, énergie, qui fait partie des 4 ateliers de cet après-midi, j'ai le plaisir d'avoir Julien Carton qui fait le rapporteur et qui aura la lourde charge après ces ateliers, de faire le rapport de notre atelier en plénière avec tout le monde. Donc je remercie Julien d'avoir accepté ce rôle-là. Et puis je vais inviter nos 4 intervenants, Éric Aufort de l'ADEME, Adrien Gros de la SEM Énergie, Benoît Magneux, GRDF. Et une fois pas coutume, j'ai gardé la femme pour la dernière, pour bien qu'on soit conscient, puisqu'on retient toujours que les derniers éléments d'une équipe. Donc, et j'encourage Magali Martin de Dev de venir nous rejoindre. On les applaudit, oui, effectivement. Donc voilà, et donc sans attendre, bien écoutez, en tant qu'animateur, et vous avez entendu ma voix, donc j'ai déjà assez parlé. Donc je vais très rapidement donner la parole et la zapette. Tiens. Voilà. Donc tu as le verre next pour la prochaine. Donc Eric, je te donne la parole. Et puis encore merci d'avoir accepté cette invitation. Bon, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, il fonctionne, c'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Éric Aufort. Je travaille donc à l'ADEME, comme l'a dit Christophe, et je coordonne le pôle transition énergétique à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, tout simplement. Pôle transition énergétique, pour résumer, on s'occupe de sobriété énergétique, on s'occupe de fonds chaleur et on s'occupe beaucoup de décarbonation des entreprises. Alors, ça marche, on a de la chance. Voilà. Je voulais d'abord dire quelque chose. Je ne voudrais pas vous offenser parce que je sais que vous êtes des spécialistes du bâtiment, donc je ne vais pas vous faire une leçon sobriété, efficacité, etc. Mais je me suis quand même senti obligé de rappeler quelques notions. Pas forcément rappeler les notions, mais dire qu'elles sont importantes et qu'il faut les avoir vraiment à l'esprit. Donc décarboner le secteur du bâtiment, bon, vous le savez, il y a 4 principaux leviers. Il y a la décarbonation de l'exploitation, je crois que c'est le sujet aujourd'hui. Il y a aussi un sujet qui m'est assez cher, parce qu'on le voit quand même dans le... Vous savez tous que l'ADEME avait fait 4 scénarios pour la neutralité carbone, et sur 2 à 3 des 4 scénarios, donc scénarios qui avaient pour objectif de voir comment on pouvait arriver à la neutralité carbone. Et sur 2 des 4 de ces scénarios, en fait, on s'aperçoit qu'une grande partie de la neutralité carbone peut être atteinte en utilisant au mieux les équipements dont on dispose aujourd'hui. D'ailleurs, dans bien des cas, il y a suffisamment de surface. Il faut peut-être les réhabiliter, les rendre plus accessibles. Mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi d'optimiser le parc de bâtiments. Le parc de bâtiments et l'optimiser dans le sens rationaliser l'utilisation des surfaces, aller davantage vers une économie du partage, enfin des surfaces partagées, comme ça se fait en Pays Basque espagnol, que ça commence à se faire dans un certain nombre de constructions, dans des bureaux. Je pense que c'est un point qui est important aujourd'hui, puisque le bâtiment, par son utilisation, si on évite d'avoir trop de surface, nécessairement, on aura un usage, enfin, une utilisation, une production de carbone un peu inférieure. Après, je ne partirai pas de réhabiliter bas carbone et construire neuf bas carbone, puisque je crois que ça, ce n'est pas dans le sujet de l'atelier. Alors, je ne veux pas vous offenser encore, mais quelques récentes interventions m'ont prouvé que même des spécialistes, alors peut-être pas vous, mais des maîtres d'ouvrage, voire des énergéticiens parfois d'ailleurs, oubliaient un peu le sens des 3 leviers. Hier, d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir, j'étais dans une réunion chez un énergéticien, et quand on a parlé sobriété, ils ont parlé coût de la sobriété, et puis des panneaux photovoltaïques, etc. Et puis à côté, on a parlé d'efficacité. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la sobriété, on ne sait pas tout à fait ce que c'est. Voilà. Et puis bien évidemment, l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies décarbonées. Je vais vous parler à la fin de mon intervention sur un nouvel outil financier qu'on met en place justement pour soutenir notamment les entreprises dans ce chemin-là. Alors, la sobriété, je ne vais pas vous faire une leçon, vous savez tout ce que c'est.
Par contre, moi je pense que l'enjeu, il n'est pas la sobriété, certes, mais c'est surtout de trouver les moyens de la pérenniser. Et je pense qu'au travers des clients que vous pouvez avoir en tant qu'énergéticien, je pense que ce qui est important, c'est d'accompagner aussi quelque part ou de participer à l'accompagnement de vos clients là-dessus pour justement organiser cette pérennité de la sobriété. Donc je pense que plus que jamais, il est question dans des bâtiments qui ne sont pas forcément toujours de plus en plus simples, de faire comprendre le fonctionnement du bâtiment, des systèmes que vous installez, également d'avoir une organisation pour l'exploitation. Je pense que ça, je le dis depuis 30 ans, mais c'est toujours vrai, et c'est souvent oublié, hein, toujours, pas, y compris par des très bons. C'est bien sûr l'amélioration de la communication entre les acteurs, et puis véritablement essayer de s'ancrer sur le long terme. Alors là, je vous ai mis le lien vers un... Je pense que les slides vous seront remises à l'issue, vers un document qui a été fait assez récemment par l'IFPEB et par l'ADEME, qui reprend justement un certain d'éléments méthodologiques en fait pour permettre d'avoir des éléments de méthode donc pour accélérer et pérenniser la sobriété. Maintenant, donc je voulais faire ce petit laïus, ça me paraissait important. Maintenant, je vais vous parler, je change pas tout à fait de sujet, mais ce dont je vais vous parler, ça va être un nouvel outil financier, enfin un nouvel outil d'accompagnement qui va être bientôt mis en place pour les entreprises et typiquement pour les PME, qu'elles soient tertiaires ou tertiaires avec un petit volet industriel. C'est un outil qui est financier, d'accompagnement, qui est permis grâce à la mobilisation d'un programme C2E. Et cet outil, je pense que c'est important de le faire connaître à vos clients. Parce que ça va, je pense, amener, et ça peut amener un volume d'affaires et surtout un volume d'affaires intelligentes. Alors ce programme, il s'appelle Pacte Entreprise. À ne pas confondre, donc c'est un programme C2E qu'anime et coordonne l'ADEME. Ce qu'il faut bien savoir, ce programme, à ne pas confondre avec Pacte Industrie qui existe déjà. C'est un peu, en termes de com, on n'est pas très bon, hein, mais en tout cas, c'est ça, je vous présente ce qu'on fait. En tout cas, voilà. Donc l'objectif de Pacte Entreprise, pour ceux qui connaissaient les espaces Info Énergie, qui connaissaient justement cet accompagnement qu'on faisait auprès des particuliers, voire parfois auprès des entreprises via les CCI, c'est ça. En fait, ce sont des conseillers, c'est le même type, qui gratuitement accompagneront les entreprises à différents stades de leur projet d'efficacité énergétique et de décarbonation. L'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la performance environnementale, c'est d'avoir un tissu économique, notamment de PME, PMI, qui soit un peu à l'ordre du jour, en tout cas sur ces volets-là et dans ces bâtiments. Hein. On est sur un volet bâtiment plus process éventuellement. Le programme Pacte Entreprise, il va permettre de financer. Donc concrètement, ça va consister... on est en train de faire un appel d'offres, il est en cours actuellement, pour se trouver des structures régionales qui vont apporter ce conseil. Et l'idée, c'est que ce conseil soit apporté gratuitement. Comme on est sur un programme C2E, il y a un volume de conseils. Sur la France, c'est 40 000 entreprises qui devront être accompagnées sur une période de la durée de vie du programme qui est de 3 années. Alors, donc, la cible des entreprises, comme je vous l'ai dit, des PME, secteur tertiaire, secteur industriel, hors secteur agricole. Que va apporter ce conseil? Donc, ces conseillers, comme je vous l'ai dit, on vient de faire l'appel d'offres, donc on est en train de les recruter. Ils seront recrutés à la fin de l'année, donc le service de conseil sera mis à compter de la fin de l'année. L'idée, c'est le même schéma que chez les espaces Info Énergie, c'est qu'ils vont apporter un conseil gratuit quand vous les appelez au téléphone. Et puis ensuite, ils vont garder, si la personne se lance dans des travaux d'économie d'énergie, ils vont, ou d'investissement, hein, ils vont garder le contact avec cette personne pour l'accompagner tout au long de son projet. Donc on est vraiment sur un conseil accompagnement individualisé et l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises à définir un projet, puis après à le réaliser. On est vraiment sur un accompagnement sur l'ensemble du process. Alors, ce projet, donc là concrètement, c'est des conseillers, il y aura un numéro de téléphone, il suffira d'appeler, ils viendront ou pas, mais en tout cas l'idée c'est qu'ils puissent venir, voilà, et ils accompagnent tout au long du projet. À côté de ça, on ne s'arrête pas là. À côté de ça, il y a deux dispositifs financiers, dont un existe déjà, à destination de ces entreprises qui vont permettre de les accompagner pour aller plus loin, c'est-à-dire pour éventuellement réaliser un audit énergétique pour la partie tertiaire ou éventuellement, donc ça c'est un système qui existe déjà qui est DIAC Perfimo qui est appliqué aux TPE, PME et il y a un nouveau dispositif qui est créé qui s'appelle, donc dans le cadre de Pacte Entreprise, qui va permettre d'aider ces entreprises à acheter de l'ingénierie, que ce soit de l'ingénierie en termes d'audit ou de l'ingénierie en termes d'AMO. Donc ça, c'est un volet qui va se mettre en œuvre en même temps que le programme. Donc l'idée, c'est d'aider les entreprises à hauteur de 60% de ce type de mission. Ça, c'est donc nouveau. À côté de ça, il y a des choses qui persistent.
Donc là, j'ai terminé sur ce volet. Donc concrètement, c'est applicable à l'automne ou début de l'hiver. On a un système de conseil gratuit pour les entreprises et un volume assez significatif d'entreprises. Tout l'enjeu, c'est de réussir le challenge. Ce que je vous ferai remarquer, la région Nouvelle-Aquitaine, pour parler de Nouvelle-Aquitaine, et l'ADEME avaient mené ce type d'action avec les CCI et les chambres des métiers qui ont très bien travaillé, hein, mais qui avaient du mal à trouver un chaland. Donc il va vraiment falloir communiquer pour qu'il y ait derrière des entreprises qui bénéficient du conseil. Mais en tout cas, le service est apporté et il est assez complet puisqu'il va quand même jusqu'à l'aide à l'ingénierie. Ensuite, le fonds chaleur, vous le connaissez tous. Donc il faut savoir que tout type de projet industriel aujourd'hui, ou de projet tertiaire, pardon, peut bénéficier du fonds chaleur. Alors en région Nouvelle-Aquitaine, on a un territoire qui est couvert de... C'est-à-dire que pour les petits projets, parce que souvent on pense que le fonds chaleur ne peut aider que de gros projets, il faut savoir que pour des petits projets de géothermie, de chaudière biomasse, de solaire, il y a des aides qui sont possibles, puisque nous on a délégué une partie du fonds et donc les gens à qui on délègue le fonds peuvent aider toute nature d'opération dans le secteur tertiaire ou industriel. C'est ce qu'on appelle les CCRT. Et puis les projets les plus importants, on les gère directement. Donc je vous ai mis, vous aurez les slides comme je le pense, je vous ai mis le moyen de contacter l'opérateur qui est le plus proche de chez vous. À côté de ça, je vais en terminer là, je crois que je n'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, 2 minutes, et bien c'est parfait. Donc là, je vous ai présenté à nouveau quelques bases sur la sobriété, un nouveau système d'aide quelque part pour les entreprises, mais je vous rappelle aussi qu'à côté de ça, il y a quand même une méthodologie relativement importante dans vos métiers qui est disponible sur la librairie ADEME. Or, j'en ai mis 2 principales parce que j'ai pensé que c'était dans le sujet du jour. D'ailleurs, je ne sais pas, parce que vous allez bien au-delà. Donc, on en a une qui est très demandée, c'est un avis d'expert. Il y a tout ce sujet sur la pompe à chaleur, quelle place dans la transition énergétique. On a sorti un avis d'expert relativement récemment, donc je vous l'ai mis en lien. Également, toute la question qui est de plus en plus à la mode, enfin à la mode, qui est devant nous, sur la flexibilité, le stockage de l'électricité. Également un document relativement récent que je trouve plutôt bien fait à mon niveau. Et puis à côté de ça, puisque vous vous intéressez peut-être pour les plus jeunes d'entre vous sur ce que sera le bâtiment dans les années 2050, je vous avais parlé tout au début de mon intervention des scénarios ADEME 2050. Alors il y a un feuilleton, ce qu'on appelle un feuilleton, c'est-à-dire qu'en fait, le scénario que seront les bâtiments en 2050, vous pouvez le voir sur le feuilleton 2050 bâtiments que je vous ai mis en lien. Donc vous verrez, suivant un scénario de grande sobriété qui est le scénario 1, ou un scénario très techno et encore mal maîtrisé techniquement 4, un peu ce que pourraient être nos bâtiments de demain. Voilà, et j'en ai terminé. Alors, je ne sais pas, éteindre ce truc. Merci beaucoup, Eric. Pour question d'organisation, on a à peu près 10 minutes d'intervention de chacun de nos orateurs et puis on se réservera une vingtaine de minutes pour les questions diverses que vous pourrez avoir après. Damien. Alors, Monsieur Manu, à vous. Ouais. Est-ce que le micro marche? Impeccable. Alors j'ai juste un slide, donc comme ça au moins, hop, c'est fait. Les gens qui ont qu'un slide, généralement ils prennent 20 minutes. Non, moi je vais vous parler donc de la directive performance énergétique des bâtiments qui a déjà été abordée quand même ce matin. Et alors avec un prisme, moi je suis chez GRDF, donc un prisme plus gazier, de voir comment le gaz et notamment les gaz renouvelables se retrouvent dans cette directive et ce qu'on propose nous, puisqu'il était beaucoup question de la transposition en droit français, hein, c'est ce qui a été évoqué ce matin, ce qu'on propose nous pour cette transposition en droit français. Donc d'abord, comme il a été dit ce matin, le grand enjeu, hein, l'article 1 de la directive, c'est d'avoir en 2050 un parc de bâtiments européens qui soit 100% des bâtiments zéro émission. Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment zéro émission? C'est un bâtiment qui consomme peu, qui émet peu, et qui est alimenté par du renouvelable produit localement, alors soit du photovoltaïque, soit on va dire plus localement à l'échelle du quartier, soit alimenté par des réseaux de sources décarbonées. Donc ça, c'est un peu la définition qui est donnée dans le texte, hein. Et il y a un considérant du texte qui réintroduit la place des bioénergies, et notamment du biométhane, hein, donc c'est là où moi ça m'intéresse beaucoup, sur les gaz renouvelables, et qui introduit donc le fait que le biométhane fait partie des possibilités pour alimenter un bâtiment zéro émission. Donc du coup, ça veut dire que, pour nous, la conséquence directe, c'est qu'en 2050,
Il peut y avoir des bâtiments qui soient alimentés, qui aient des solutions gaz, que ce soit des chaudières ou des packs hybrides ou des systèmes hybrides en général. Et donc le gaz, il est sur l'affiche, entre guillemets, sur le finish en 2050. Donc à travers les gaz verts. Après ces gaz verts, naturellement, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut qu'il y en ait assez. Donc c'est souvent une objection qu'on nous fait, mais les gaz verts, il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, on a des études qui sont faites par des experts indépendants comme Solagro et d'autres cabinets d'études qui estiment que les gisements de gaz vert en France, alors il y a 4 procédés, la méthanisation qui est ce qu'on fait aujourd'hui avec le monde paysan, donc c'est des résidus qui permettent de produire des résidus agricoles qui permettent de produire du méthane. Mais il y a aussi d'autres procédés de pyrogazéification, de gazéification hydrothermale, de méthanation, donc là c'est plus industriel on va dire. Mais quand on cumule tous les gisements possibles en France sur ces choses-là, on arrive à 420 TWh, donc c'est si on fait tout. On va dire que si on se ramène à quelque chose de plus accessible facilement, c'est 320 TWh. Alors à comparer avec, souvent on nous dit, bah ouais, mais aujourd'hui vous consommez 350, 360 TWh. C'est vrai, mais il y a quand même une piste pour la sobriété, l'efficacité énergétique, qui fait qu'il y a aussi ces gisements-là qui vont faire qu'en 2050, on estime que nous, en gaz, on ne sera plus qu'à 200 TWh. Vous voyez, on a 320 TWh de gaz vert pour tous les usages, industrie, mobilité et bâtiments. On n'en a besoin que de 200 quand on cumule tous les usages qu'on aura en 2050. Donc on a largement ce qu'il faut en France pour être indépendant énergétiquement. C'était un peu une des attentes de la Commission, c'est qu'on arrive à se défaire des gaz fossiles et des gaz russes notamment, et d'aller vers du 100% local, français, etc. Donc nous, on estime qu'en France, on a tous les atouts pour le faire. Donc pour revenir à nos bâtiments, donc, qui font partie des usages de 2050, donc on estime que le biométhane sera sur la photo finish dans les bâtiments. Donc il y aura encore des chaudières, il y aura encore des packs hybrides. Alors la question, c'est de savoir comment on arrive en 2050. Et d'ici là, il y a 2 grands jalons, 2 grandes cibles intermédiaires qui sont données par le texte. D'abord la cible 2040. Donc le texte dit que... Alors, c'est ce qu'on appelle une soft target dans les textes européens, c'est-à-dire c'est pas dans les premiers articles du texte, c'est caché dans une annexe, mais néanmoins, voilà, cette cible est donnée quand même. En 2040, il faut que les États membres s'efforcent de procéder à une extinction progressive des chaudières à combustible fossile. Donc en 2040, plus de chaudières à combustible fossile. Alors, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une chaudière à combustible fossile. Parce qu'ils ne disent pas des chaudières, ils disent des chaudières à combustible fossile. Ou alors, formule qui est équivalente dans le texte, des chaudières autonomes alimentées en combustible fossile. Donc la question, c'est de savoir finalement, donc ça veut dire déjà que tous les systèmes hybridés, ils ne sont pas dans le périmètre. Et deuxièmement, la question, c'est de savoir à partir de combien de renouvelables dans le réseau, donc à partir de combien de gaz vert en 2040, on peut considérer que l'ensemble des chaudières qui sont connectées au réseau ne sont plus des chaudières à combustible fossile parce qu'il y a assez de gaz vert pour dire qu'elles ne sont plus à combustible fossile. Donc ça, c'est à la main des États membres. Donc la France va devoir dire, en son âme et conscience, et convaincre la Commission qu'à partir de tant de pourcents, donc je ne sais pas ce que la DHUP, la DGEC diront, mais il faut que ce soit crédible au sens où il faut imaginer qu'on doit être à 100% en 2050. Donc vous ne pouvez pas dire on est à 5% en 2040, ça ne serait pas crédible. Par contre, si vous dites on est à 30, 35, 40, 50%, ben là, a priori, on est sur la voie pour être à 100% en 2050. Donc quoi qu'il en soit, c'est l'administration qui devra décider le pourcentage qu'elle donne. Et nous, ce qu'on propose à l'administration, c'est que quel que soit le pourcentage qu'elle donne, elle s'acquitte de cet engagement auprès de l'Europe avec un mécanisme qui existe depuis 1 an qui s'appelle les CPB, les certificats de production de biométhane. Donc en fait, c'est un mécanisme qui va obliger les fournisseurs d'énergie d'incorporer dans ce qu'ils vendent à leurs clients bâtiments, donc c'est les clients résidentiels et tertiaires, d'incorporer un certain pourcentage de gaz vert. Et donc de financer sur leur fonds, sauf qu'ils vont refacturer aux clients naturellement, mais de financer directement, donc sans subvention d'État, de financer des projets de gaz renouvelable, quel que soit le procédé, que ce soit la méthanisation ou les 3 autres que je vous ai cités. Donc ça, il y a déjà donc, le mécanisme qui existe, l'obligation qui est faite aux fournisseurs. On a déjà des pourcentages qui sont demandés sur les années 2026-2028. Et là, il y a une concertation en ce moment pour savoir ce qu'on dit pour 2029, 2035, et il y aura aussi jusqu'à 2040.
Donc nous, ce qu'on dit au pouvoir public, c'est débrouillez-vous de manière à ce que, quel que soit le pourcentage que vous donnerez à la Commission pour 2040, ce soit le pourcentage de la trajectoire des CPB auquel on arrive en 2040. Comme ça, vous pourrez dire à la Commission, vous voyez, les fournisseurs français, ils alimentent les bâtiments en suffisamment de gaz vert pour que les chaudières soient plus à combustible fossile. Donc ça, c'est pour la cible 2040. Et après, il y a une autre cible, c'est 2030 dans le texte, donc, qui dit qu'en 2030, tous les bâtiments neufs, donc là c'est sur le monde de la construction, doivent être alimentés à 100% en biométhane. Enfin, doivent être des bâtiments zéro émission en fait. Donc ce qui se traduit par doivent être alimentés à 100% en biométhane, si on se place dans le référentiel gazier. Donc là, c'est sûr que, alors c'est 2030 d'ailleurs, mais c'est même 2028 pour les bâtiments publics. Donc vous voyez, ça vient vite. Donc là, ça va poser problème parce que naturellement, en 2030, il n'y aura pas 100% de gaz vert dans le réseau, ou peut-être dans certaines mailles locales où il y aurait beaucoup de méthaniseurs dans un endroit et où donc on puisse espérer y être. Mais néanmoins, sur la majorité du territoire, donc on ne sera pas à 100%, on sera à au moins 15%, disent les pouvoirs publics, et nous on dit qu'on peut être à 20%. Mais donc il manquera entre 80 et 85%. De gaz vert. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que sur ces bâtiments-là, ce qu'il faut, c'est, si on veut pouvoir construire avec des systèmes gaz, et continuer à avoir des systèmes gaz, donc nous, on estime que c'est une valeur pour le marché de la construction que de pouvoir avoir des systèmes hybridés au gaz, en tout cas, tels qu'ils existent aujourd'hui dans la RE 2020, notamment avec les seuils de 2025. Donc on est suivi par un certain nombre d'acteurs qui pensent qu'en effet, c'est bien qu'il y ait une biodiversité de solutions, qu'on ne fasse pas que de l'ELEC et du RCU pour faire court, et qu'il y ait aussi des solutions hybrides et gaz. Mais donc si on veut pouvoir avoir ça en 2030 et même 2028 en bâtiment public, il va falloir inventer un mécanisme qui va pouvoir dire que le client, il est bien alimenté en 100% biométhane. Donc pour ça, il y a des choses qui existent, c'est les contrats gaz vert. C'est-à-dire un client, il peut choisir, aujourd'hui sur base volontaire, dans tous les fournisseurs, il y en a un certain nombre qui font des contrats 100% gaz vert. Donc là, c'est basé sur le système des garanties d'origine. Donc en gros, l'État subventionne la production de biométhane, des garanties d'origine sont récupérées par l'État, il les met aux enchères aux fournisseurs qui les achètent et puis qui les remettent dans des contrats de fourniture pour leurs clients, mais sur base du volontariat. Donc en tant que client, vous pouvez prendre chez vous, si vous avez du gaz, des offres à 20, 50, 100% gaz vert. Et là, donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'en 2030, les clients qui construisent avec des systèmes gaz, ils soient obligés, sur toute la durée de vie de leur bâtiment, de prendre des contrats 100% gaz vert. C'est-à-dire ces clients-là, s'ils veulent pouvoir bénéficier d'un système hybride et gaz, il faut que sur la partie gaz de leur fourniture, ils prennent du 100% biométhane. Et donc ça, alors, ça ne peut pas se faire sur base volontaire, même si en Allemagne, ils ont un système un peu comme ça, mais c'est light, en termes de contrôle, c'est-à-dire que le client s'engage, il garde ses contrats chez lui, et puis quand il y a des contrôles, et les contrôles peuvent être faits même par des ramoneurs ou des gens qui interviennent sur le bâtiment, ils ont juste à devoir pouvoir montrer les factures. Bon, nous en France, on imagine un système un peu plus robuste pour garantir le fait que les bâtiments neufs, sur la durée de vie du bâtiment, ils resteront à 100% biométhane. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est dans nos systèmes d'information de GRDF, où on a tous les points de comptage. Vous savez, on a des compteurs Gaspard, là en plus maintenant tout est bien carré. Donc on a un système d'information avec tous les points de livraison de gaz. Nous et puis ce qu'on appelle les ELD, c'est-à-dire les distributeurs locaux dans certaines communes. Donc on a dans les systèmes d'information tous les points qui sont répertoriés. Donc on propose de flaguer les bâtiments neufs à partir de 2030 et de donner du coup l'information aux fournisseurs que sur ces bâtiments-là, ils ne peuvent faire que des offres 100% gaz vert. Donc comme ça, le client n'a même pas à frauder, entre guillemets, il ne peut pas parce que le fournisseur n'acceptera de lui faire que des offres 100% gaz vert de par le mécanisme. Ça se traduit aussi chez le notaire. Il me reste plus que 2 minutes, je vois. Peut-être même plus qu'une. Oula. Bon. Ça se traduit chez le notaire par ce qu'on appelle une suggestion. Donc il y a une publicité foncière qui est faite pour dire que ce bâtiment-là ou cet appartement-là, il est amputé d'un droit qui serait de se fournir à n'importe quel contrat et qu'il est obligé de se fournir en contrat gaz vert. Donc on est en train de mettre ça en place.
Sur le système d'information, c'est pratiquement fini, ce sera fini en novembre. Sur les contrats et l'aspect notarial, on a une étude juridique qu'on présente à l'administration prochainement pour montrer ce qu'il faut faire, et c'est finalement assez simple, ce n'est pas une usine à gaz. Donc voilà ce qu'on propose pour la transposition du texte, et j'espère avoir été suffisamment court. C'est bon, on me dit dans l'oreille que oui. Ça va. Merci Benoît pour cette intervention. Comme vous le voyez, donc là on a pris d'abord les aides, etc., et tout ce qui pouvait être incitation, un fournisseur d'énergie gaz comme témoignage, et maintenant on va passer du côté EDF avec Magali. Merci Magali d'être parmi nous aujourd'hui, et puis c'est à toi. Ça fonctionne, oui c'est bon. Je vais bien du coup prendre la zapette. Ah oui, alors on a eu un petit peu de décalage, c'est pas grave, ça c'est les PowerPoint, c'est les versions. Bon, j'espère que ça ira mieux sur les suivants. La petite surprise. Donc je me présente, donc Magali Martin, moi je suis responsable à la direction commerce d'EDF de toutes les activités transition énergétique et C2E pour les régions Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes et Limousin. Voilà, donc dans mes équipes, on va trouver des personnes qui effectivement accompagnent sur des audits, sur du développement de décarbonation, et puis sur des sujets C2E. Et j'avais avant aussi la partie fourniture, donc je donnerai un mot là-dessus. Dans le sommaire, alors je n'ai pas fait forcément un focus uniquement bâtiment, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être un peu d'industrie, mais j'ai entendu beaucoup parler de bâtiment ce matin, donc je ne sais pas si il y a des personnes qui travaillent dans l'industrie dans la salle. Sinon, ça fera un petit peu de culture G au passage. On va redonner quand même quelques grands chiffres dans les prévisions de la place de l'électrification dans la décarbonation et puis la proportion que cela va prendre. Je ferai quand même un petit focus sur le bâtiment parce qu'il y a une particularité sur le domaine du bâtiment. Je vais quand même donner, alors s'il n'y a pas du tout d'industriel, je passe ce chapitre, mais s'il y a des gens qui travaillent pour l'industrie, je peux donner quand même quelques nouvelles obligations, les évolutions liées à la DDA, DUE, donc on n'en a pas trop parlé du coup ce matin parce qu'on a parlé bâtiment, mais il y a quand même des nouvelles obligations liées aux audits et systèmes de management de l'énergie. Reparler d'un levier essentiel, les C2E, puis pour réveiller la salle, je vais parler du CSE du 27 mai, avec la suppression des fiches, histoire de remettre un peu d'ambiance. Et puis peut-être de parler de l'accompagnement plus général, finalement, quand on parle de décarbonation et d'électrification. Alors, ceux-là sont mieux. Vous aurez les slides, je vous laisserai en prendre connaissance. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, dans la décarbonation, évidemment, il y aura du mix énergétique. Je ne vais pas revenir dans le débat, moi, versus gaz versus électricité. Ce n'est pas le sujet pour moi. Ce qui est sûr, c'est que l'électrification, elle va avoir une part importante dans la décarbonation pour différentes raisons. C'est que d'abord, on a quand même cette particularité en France d'avoir une électricité décarbonée à 97%. Alors ça oscille entre 95 et 97% selon les années. Avec une production, alors certes nucléaire, ça vous le savez, mais aussi avec beaucoup de renouvelables, et puis de l'hydraulique, qui fait quand même partie d'une des particularités qu'on peut avoir. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, cette électrification, cette décarbonation, elle va intervenir dans différents secteurs. Donc, je ne vais pas reprendre les chiffres qui sont là, parce que là, ils donnent les proportions de l'électrification qui sont imaginées dans les secteurs, mais plutôt ce que ça va représenter en augmentation de consommation, parce qu'il y a aussi cette inquiétude. Il y a 2 ans, on vous disait il va peut-être avoir un blackout, et puis cette année, vous entendez qu'on n'a jamais autant exporté. Bon, le fait est que la production se porte plutôt bien. Mais du coup, malgré tout, on va affronter dans les 10 ans qui viennent une forte augmentation de la demande en électricité. Le premier secteur qui va porter ça, c'est le transport. Et forcément, tout le monde parle de la mobilité. Alors, il y a les véhicules légers, mais il y a aussi la mobilité lourde. Aujourd'hui, les transports de bus, de plus en plus, de cars. On a des flottes en logistique, les sujets de dernier kilomètre, etc. Donc, on voit bien qu'on va avoir une forte augmentation au niveau des transports. On pense que, alors, on peut se tromper, et puis le sujet n'est pas de savoir si c'est exact. On n'est pas dans l'épaisseur du trait, même si je suis ingénieur aussi, on va accepter de prendre des grandes mesures, mais on pense qu'effectivement, ça va représenter la moitié de l'augmentation de la consommation en France d'ici 2035. Derrière, on a l'industrie. L'industrie avait déjà bien avancé dans sa décarbonation. Il y a quand même beaucoup d'industriels qui ont bien avancé. On pense qu'on va avoir un gros tiers qui va se faire à l'industrie.
Et en fait, là où je vais peut-être vous surprendre, le bâtiment n'augmentera pas ou ne générera a priori aucune augmentation de consommation d'électricité en France, tout simplement parce que dans nos estimations et dans ce qu'on regarde, là, justement, les actions de sobriété et d'efficacité énergétique vont compenser l'électrification qui pourra se faire dans le bâtiment. Donc en fait, c'est pas ça qui va en tout cas générer une augmentation selon nous de la consommation électrique en France. On aura une annulation entre ce qui va contribuer, enfin ce qui viendra de l'électrification et les économies qu'il faut continuer de pousser via notamment des choses qui nous ont été évoquées ce matin sur un peu plus de choses à piloter sur l'électroménager, enfin bref, sur tous les systèmes. On voit bien qu'on est de plus en plus sur ce contrôle-là. Donc du coup, le bâtiment aura cette particularité. Sans transition, je voulais parler donc quand même au niveau industriel. On a des nouvelles, on a un texte qui est en cours d'examen, mais on a déjà quand même des tendances qu'on a partagées avec la DGEC au mois d'avril, donc je voulais les évoquer ici. Il faut savoir que donc dans la traduction et dans la mise en application donc de la DDA, DUE, donc la nouvelle directive efficacité énergétique, on a des seuils qui ont fortement baissé sur les obligations. Et donc, quand on aura une consommation supérieure ou égale à 2,75 GWh, toute énergie confondue, on sera dans l'obligation de faire un audit. Et supérieur à 23,6, on sera sur un système de management de l'énergie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que contrairement à avant, dans ces études qui seront faites, on va attendre, en tout cas à la sortie de ces études, un certain nombre d'actions préconisées et de plans d'action. Et qu'il semble, je le mets encore au conditionnel, mais c'est ce qui va se traduire, que les entreprises devront justifier de la non mise en place d'une action si le TRI est inférieur à 5 ans. Alors on va débattre, pour débattre longtemps, il y a déjà un débat qui est en cours sur qu'est-ce qu'on va appeler un TRI. Bon, donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais en tout cas, ça sera important. Et puis, on a des petites modifications que je vous ai mis en bas, que vous pourrez voir, sur un sujet qui est intéressant, c'est qu'une entreprise, ou même d'ailleurs un bâtiment qui aurait mis en place un CPE, donc un contrat de performance énergétique, du coup, ça pourrait se substituer au système de management de l'énergie. Donc, des entreprises ou les gens qui ont déjà mis des choses en place, ce n'est pas faire et défaire, c'est toujours travailler. On pourra avoir une reconnaissance de ces sujets. Alors, actualité C2E, je ne vais pas rentrer dans le détail des fiches, je les ai juste remises, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi ça avec intérêt. Moi, je vais juste dire qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet d'abrogation de fiches présentées. C'est que finalement, sur la forme, je ne donnerai pas mon opinion sur effectivement les stop and go. Nous, les premiers, l'UFE, la T2E, enfin tout le monde, parce que je suis présidente aussi de la T2E Centre-Val de Loire, évidemment qu'on monte en créneau en disant que les stop and go, il n'y a rien de pire pour une activité. Pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est que si on vise les fiches en question, et là, on a collectivement une responsabilité, les énergéticiens, les bureaux d'études, en tout cas dans les dossiers qu'on accompagne et les partenaires qu'on fait travailler, c'est qu'on a quand même eu de nombreux cas de fraude. Et quand on parle de fraude, il y a des fraudes qui sont de plusieurs millions d'euros par un même opérateur sur une même fiche. Donc on ne parle pas de petite fraude, et que ce qui s'est passé sur les 2 dernières années était assez lamentable. Et du coup, on le paye. Alors on le paye de manière très, très brutale, mais c'est ça qu'on paye. Ce qu'on paye aussi, et là je sais que le débat est complètement ouvert, c'est, en tout cas vu de l'État, une idée de surfinancement par l'aide C2E dès l'instant où un TRI est inférieur à 3 ans. Alors, ça dépend du secteur d'activité. Donc, finalement, cette notion de surfinancement, elle est toute relative au secteur dans lequel vous travaillez, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, tous ces accompagnements de projets où des gens ont touché plus par les C2E que ce qu'ils ont réellement investi, et les sujets de fraude, ça nous a complètement pénalisés dans l'activité. Donc après, on peut tous avoir notre opinion sur la façon dont ça se passe et sur la décision unilatérale de l'État sur ce sujet-là. Mais ce que je voulais juste partager, c'est qu'on a aussi une responsabilité collective et sur le fait que quand une fiche est vraiment intéressante, il faut qu'on l'exploite de la manière la plus éthique possible. Et pour finir, donc l'accompagnement sur les sujets de décarbonation et électrification, finalement, on a plusieurs défis à relever. Alors, ça, vous connaissez, pour ceux qui font des études, bien évidemment, l'évaluation complète des impacts et du potentiel de décarbonation. C'est ce qu'on va faire dans les audits, dans les accompagnements management de l'énergie, c'est assez connu.
Ce qu'il ne faut pas oublier, parce que là tout s'est décalé, c'est formidable, mais on essaiera de le remettre propre avant transmission. Mais c'est peut-être juste, j'espère, l'affichage à l'écran, parce que voilà. Donc l'accompagnement dans le choix, le ou les choix techniques, parce que pour reprendre ce que je disais en introduction, très souvent finalement, chez des industriels, voire aussi dans des bâtiments, on est sur du mix. C'est-à-dire que les solutions, c'est pas tout blanc, tout noir, et on doit bien faire effectivement quelque chose d'adapté à la situation, et puis de faire un plan de progrès dans le temps. Il faut juste pas oublier aussi, et ça, je sais que nous on y travaille forcément beaucoup, mais l'étude et l'accompagnement sur le sujet du raccordement. C'est-à-dire que quand on parle d'électrification, on doit parler en même temps du raccordement. On est sur un sujet au long cours, la décarbonation. Donc même s'il y a une saturation du poste et que ça se passe dans 5 ans, c'est bien. On sait que c'est dans 5 ans, on le prépare et on y va. Mais en tout cas, sachez que Enedis annonçait notamment plus, je crois, de 200 millions d'euros de travaux qui vont être à faire sur les réseaux pour effectivement pouvoir accepter et travailler autour de ces sujets de flexibilité et de montée des renouvelables. Donc, le raccordement, c'est un sujet qu'il faut prendre très tôt quand on travaille sur ces dossiers. Recherche de financement et C2E, bien évidemment. Et puis, sachez qu'on travaille aussi aujourd'hui sur l'adaptation de l'offre de fourniture. Pourquoi ? Parce que sur la mobilité électrique, on en parlait. Avant, on se disait que les heures creuses, c'était la nuit, et puis on payait plus le jour. Alors, sauf qu'aujourd'hui, si vous regardez, avec le solaire, on a des pointes de production en journée. Donc, on sait qu'on va devoir travailler sur l'adaptation de nos offres, sur la définition des heures creuses, des heures pleines, sur des tarifs pour encourager la mobilité. C'est-à-dire qu'on a aussi, nous, un rôle dans nos prix et dans les offres de fourniture qu'on fera à la fois aux particuliers et aux entreprises, de dire que si on veut accompagner la décarbonation et l'électrification pour certains usages, on doit aussi rendre attractif ce sujet-là. Et finalement, tout cet accompagnement, il a quand même 3 objectifs très clairs, que sont la compétitivité de nos entreprises. Parce que j'ai parmi les courbes, on n'en avait pas le temps, mais je peux vous assurer qu'au moment où on parle, nous sommes vraiment compétitifs au niveau européen. L'Allemagne est repassée au-dessus. On a vu un décalage pendant la crise énergétique, mais c'est fini. La décarbonation, bien évidemment, et la souveraineté. C'est-à-dire que ça a été dit ce matin, mais l'indépendance, c'est quand même capital par les temps qui courent. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci Magali. Entre l'intervention gaz et l'intervention électrique, nous avons eu 12 secondes d'écart. Donc pas de parti pris. C'est gaz qui a pris 12 secondes de plus. Donc voilà, nous avions donc deux énergéticiens. Et puis effectivement, il nous paraissait important de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau national, voire international, mais que les initiatives locales aussi avaient du sens dans notre volonté de décarbonation de l'énergie. Et comme vous êtes dans un territoire, et vous commencez à le comprendre maintenant que vous êtes dans le territoire La Rochelle, territoire zéro carbone, et qu'il y a des choix politiques forts qui ont été faits, il nous a semblé important de donner la parole justement à Adrien Gros, qui aujourd'hui est le directeur de la Seine Énergie. Eh bien, Adrien, je te laisse la parole. Merci. Bonjour, vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. Bon, vous êtes bien à niveau donc sur le projet LRTZC, comme on l'appelle ici, La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Puis je crois qu'hier, vous avez eu une présentation dédiée. Moi, je suis directeur de la SEM Énergie, donc qui s'appelle Sénergie, qui a été mise en place il y a tout juste 1 an par l'agglomération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un territoire de contradiction. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez une ambition politique forte de sobriété, de réduction de l'impact carbone, de compensation, mais avec un territoire qui produit très peu d'énergie renouvelable. On a très peu d'installations photovoltaïques sur le territoire. On n'a aucune machine éolienne là où il suffit de franchir les frontières de l'agglomération pour avoir un certain nombre d'installations. Quant au méthaniseur, il a crispé le territoire au point de créer des fractures dans la majorité au sein de l'agglomération. Sur un projet qui a 15 ans, qui s'appelle Métadou, et qui a cherché un territoire d'implantation pendant 15 ans et qui, aujourd'hui, ne se fera pas pour des questions de portage politique qui n'a pas suivi. Donc, tout ça pour dire que, d'un côté, il y a le plan climat, avec La Rochelle, territoire zéro carbone, avec un plan climat de l'agglomération voté qui dit 1000 gigawattheures d'ici 2030 en ENR. Aujourd'hui, on est à 300-400.
principalement sur de la chaleur renouvelable. On est assez bon sur les questions de réseau de chaleur, et puis sur ce que font aussi les individus et les entreprises. Et des zones d'accélération aussi, qui ont été votées par les communes, disant oui, on est prêt à héberger des choses sur nos territoires. Mais en face de ça, rien. Et donc, l'agglomération décide, il y a un an, de mettre en place une SEM, donc une société d'économie mixte, pour aider au financement de projets de production d'ENR. Une SEM, c'est 50% de capitaux publics, donc de la CDA, qui met à peu près 2,7 millions, et des capitaux privés, banques des territoires, autres banques, énergéticiens, type Sorégie, qui sont dans le tour de table pour mettre du fonds propre dans des installations et emprunter avec l'idée de produire 30, 40, 50 mégawattheures. Donc vous voyez qu'on n'est pas non plus complètement à l'échelle du plan climat, mais avec la nécessité en tout cas de construire un chemin, d'initier et d'aller plus vite en tout cas sur ces questions de transition. À la fois pour porter des grands projets publics et d'avoir la main sur ces projets, j'y reviendrai, et puis aussi pour accompagner même les entreprises, c'est-à-dire qu'on a un dynamisme économique qui est bon sur l'agglomération, mais on voit aussi une érosion sur les capacités d'investissement des entreprises, des fragilités, et donc de pouvoir avoir un outil qui soit relais et qui puisse investir en tiers investisseur pour le compte d'eux. Ça permet aussi d'avoir un outil qui produit de l'énergie, donc à la main de la collectivité, qui produit de l'énergie pour être consommé sur le territoire. Ce qui est intrinsèque de la création de la SEM, c'est la question de l'autoconsommation collective, à la fois en électricité, c'est-à-dire comment l'énergie produite par des installations photovoltaïques peut être consommée par notamment les entreprises du territoire. Et on a des grandes zones d'activité sur lesquelles il y a eu des études approfondies pour montrer l'opportunité de consommer cette énergie localement, voire sur le gaz, puisque je ne connais pas encore beaucoup d'expérimentations, mais la loi permet aussi de faire de l'autoconsommation collective en gaz. Et on sait qu'on aura encore besoin de gaz, au moins le temps de la transition que vous avez évoquée sur les équipements publics, voire sur certaines chaînes industrielles qui en consomment. Et puis c'est l'idée aussi de dire que ces installations d'énergie, elles sont produites avec les ressources du territoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des capitaux extérieurs, étrangers, on n'est pas sur de la ressource humaine extérieure, on essaye de faire avec les entreprises du territoire, on essaye de faire monter aussi en compétences le territoire sur cette question-là. Comme le port, par exemple, va se saisir de tous les grands projets offshore pour structurer sa filière, faire venir les entreprises et monter des formations en lien avec les universités, etc. Donc il y a aussi cette logique d'embarquer le territoire sur cette question de la transition, des métiers, etc. Par exemple, sur les entreprises qu'on a sélectionnées en accord cadre pour nos premières installations, on a réussi à faire le choix de trouver des entreprises qui sont locales, qui ont leurs ressources locales. La matière première, vous savez comme moi qu'elle vient de beaucoup plus loin et qu'on a encore du mal à la faire en France. Donc on verra quand on sera prêt ou quand le législateur aura prévu des choses pour qu'elle vienne de France. Mais en tout cas, au moins que la ressource humaine, la compétence, elle soit locale et proche. Donc ça, c'est la question de l'action locale. C'est comment finalement aide-toi et le ciel t'aidera. On voit bien qu'on a des lois, des législations, des trajectoires même qui sont portées politiquement, mais que derrière, on a du mal à les faire atterrir. Donc on essaye de mettre des moyens pour faire atterrir et pour porter ce développement d'ENR. Après, je voulais avoir un deuxième élément aussi sur le fait que la SEM, elle a aussi vocation à parler d'autre chose que d'énergie. Puisqu'en fait, et on est tous, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de non-ingénieurs dans la salle, donc en fait, sur le fond, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que les chiffres sont là, il faut faire des ENR, et on sait comment il faut faire, et puis on met des lois en place, on met des indicateurs, etc. Maintenant, je pense que vous êtes aussi tous des citoyens, et vous devez tous vous poser aussi la question sur pourquoi un méthaniseur à 200 mètres de chez moi ou à 300 mètres de chez moi, pourquoi une machine éolienne à 500 mètres et la valeur de ma maison, etc., etc. Donc les territoires sont confrontés à cette contradiction très très forte sur comment on trouve un chemin en fait concret sur le territoire. Et donc là, c'est plus le sujet de savoir faire ou pas faire, de la faisabilité économique, de la faisabilité technique, mais bien la faisabilité de l'ancrage territorial de ces installations. Et de voir comment on passe d'une crispation qui est forte sur le territoire, de ce que j'ai évoqué, sur des projets d'éoliennes subies, sur des projets de méthaniseurs subis, à une fierté aussi, parce que ce que dit RTZC, c'est ça, on est fier de revendiquer une avance, une ambition, une intention d'être dans un monde nouveau, dans un monde qui doit changer, d'une responsabilité aussi pour les générations futures. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le sujet pour la SEM, il n'est pas technique.
Le sujet pour la SEM, il est sur 2 angles. Il est sur l'angle de la coopération et du dialogue politique, du dialogue citoyen, du dialogue aussi technique, de dire que voilà, faut trouver les conditions d'atterrissage de ces installations sur le territoire. À quelles conditions un méthaniseur? Pourquoi? Remettre en avant aussi la valeur industrielle de ces équipements. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'odeur, de l'explosion, etc., mais c'est aussi une industrie de pointe et des mécanismes complexes, et une démarche paysagère. C'est-à-dire que la question pour nous de l'énergie, en tout cas c'est comme ça que les administrateurs de la SEM ont voulu la pousser, c'est de voir les conditions d'insertion paysagère de ces installations. On sait que le paysage, qui est déjà très anthropisé finalement sur le territoire de l'agglomération, et là je ne parle pas du paysage que vous aviez tout à l'heure avec Fort Boyard, le littoral, etc., mais ce territoire agricole donc, qui a été transformé à la main de l'homme, notamment par des plaines céréalières, mais pas que, comment il va subir une deuxième transformation finalement en accueillant des installations d'énergie qui avant étaient déportées, loin, centralisées. Et donc ça pose vraiment cette question de comment je transforme mon territoire et comment j'accompagne ces habitants à vivre, à subir, à dialoguer sur les conditions de la bonne installation de ces installations sur le territoire. Et donc pour se rappeler que finalement, on part d'une intention financière et technique, il faut faire tant de gigawattheures à des conditions presque anthropologiques finalement d'une installation sur un territoire pour dénouer des crispations qui sont encore fortes et qu'on espère se réduire au gré des projets, des débats et d'une objectivation qui va être une autre objectivation que la simple objectivation des chiffres et du il faut faire. Merci Adrien pour ce témoignage. Sur ce dernier témoignage, effectivement, bon, je le connais un peu particulièrement ce sujet-là. Et je crois véritablement que ce que dit Adrien est très important, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce n'est pas la transition technique qui pose problème, c'est l'acceptabilité de la transition. D'accord ? Je tairai le nom du maire de la commune avec lequel j'ai eu cette discussion un jour, où on s'était mis d'accord en se disant, écoute, l'ambition qu'on peut avoir dans sa commune, c'est quoi ? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut décarboner et assister à la décarbonation de l'énergie consommée dans la commune ? Cette ambition-là, d'accord à 300%. Une fois qu'on commence à avoir l'ambition, on lui dit, mais quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre cette ambition ? Et je lui dis, bah, écoute, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur les parkings. Il me dit, ton truc, c'est horrible et ça vient de Chine. J'en veux pas. Ah, bon, ok. Si tu veux, on peut aussi essayer de mettre des éoliennes, majorité de ta commune dans un cône aérien. C'est compliqué, mais pourquoi pas ? Il me dit, alors tes moulins à vent là, qui tuent les oiseaux et qui emmerdent mes citoyens, je n'en veux pas. Ok. Tu es toujours d'accord que l'ambition, c'est de décarboner l'énergie ? Je dis, écoute, il y a une Métadou qui ne sait pas où se mettre, ben, on va peut-être le mettre sur ta commune. Il y a ton truc qui pue, qui pète et qui emmerde tout le monde, j'en veux pas. D'accord. À cette époque-là, on parlait de micro-centrales nucléaires. Je dis, écoute, on peut peut-être appeler Macron pour qu'il te mette une mini-centrale nucléaire sur ta commune. Il me dit, là, tu commences à te foutre de moi. Je dis, je vais même aller plus loin, c'est que si tu ne veux pas de tout ça, ce que tu peux faire aussi, c'est acheter des vélos avec des dynamos et demander à tous tes citoyens de pédaler le soir pour regarder la télé. Il me dit, non, mais bon, allez, ça suffit maintenant tes bêtises. Bon, je dis, mais non, c'est toi qui me racontes des conneries. D'accord ? Tu as une ambition, je te donne toutes les solutions, tu n'en veux pas. Donc, tu n'as pas d'ambition. Et il finit par me dire, bon, écoute, ok, tu me mettras tes panneaux photovoltaïques et m'emmerde pas. C'est ça la problématique que l'on a, c'est de se dire, il faut cette ambition. On voit bien qu'au moment où on entre dans les projets, ça devient plus compliqué et que toute l'énergie qu'on y met, je le dis bien, toute l'énergie qu'on y met dans cela, c'est effectivement d'être capable de transformer une ambition en une réalisation, et c'est le chemin. Et je crois qu'effectivement, la SEM, comme tu le dis, c'est l'échelle du territoire qui doit le permettre justement d'accompagner cette transition. C'était juste un petit complément que je voulais et me faire un petit peu plaisir également. Et du coup, ça nécessite aussi des tactiques, c'est-à-dire qu'on a fait le choix, typiquement, de ne pas remettre une pièce sur la question de l'éolienne et de la méthanisation sur le mandat, qui a été vraiment qui a été le sujet de crispation du mandat. Donc on attend, on sait qu'on attend un an. Et on focalise sur le photovoltaïque en disant que là, en même temps, il y a consensus, il y a tellement de retard, on y va. Et donc on essaie de trouver des tactiques, des stratégies pour progressivement faire pas après pas. Et là où
il y a des conditions qui sont réunies, parce qu'en effet, il y a des territoires sur lesquels on n'y arrivera pas à date. Voilà. Alors, juste pour la plaisanterie, c'est que le maire dont je vous parle, c'est certainement celui sur lequel il va implanter la première plus grosse installation. D'accord ? Puisque tu as bien compris qu'il y avait un parking des greffières qui était dans sa commune. Voilà, donc voilà un petit peu nos interventions. On a fait 45 minutes, grosso modo. Il nous reste un bon quart d'heure de discussion. Je sais que l'heure est compliquée. Il était à 14h30 après avoir déjeuné. Dans la chaleur dans laquelle on est, c'est un peu difficile. Mais y a-t-il quelqu'un qui voudrait poser des questions, qui a envie d'intervenir, etc. Ouais. Le phénomène de l'hydrogène. Il est énormément allumé. Ouais. La personne demande quel quid de l'hydrogène comme gaz transporté dans les réseaux et par GRDF. Ouais, c'est vrai. C'était pour pas dépasser, parce que pour pas abuser. Alors l'hydrogène, en effet, on a bien regardé le sujet, nous, chez GRDF, parce que c'est un sujet qui nous intéresse au premier chef. On a une tolérance dans le réseau de méthane. On a une tolérance, une sorte d'élasticité, c'est-à-dire on peut mettre une certaine quantité d'hydrogène jusqu'à un certain pourcentage sans que ça pose de problème technique et qu'il y ait besoin de changer quoi que ce soit. Donc on a fait des expérimentations là autour. Ça nous permet surtout que... donc on a constaté que ça ne posait pas problème. Après, il y a une... comment dire ? Surtout, ça nous permet, pour des procédés comme la pyrogazéification, qui permettent de produire du méthane, mais pour lesquels il y a des reliquats d'hydrogène, de ne pas avoir à faire de l'épuration pour enlever l'hydrogène et de pouvoir le mettre directement. Donc c'est surtout là où on y a trouvé notre intérêt. Après, aujourd'hui, on va dire les conditions, vous voyez, vis-à-vis des électrolyseurs, de l'électrolyse et tout ça, qui sont quand même pas encore très développées, les conditions économiques, etc., ne sont pas encore là au rendez-vous pour que vraiment on étudie, nous, ces choses-là. C'est plus notre grand frère Natran, ex-GRT Gaz, qui est en train de développer tout un backbone hydrogène qui doit passer à travers la France, qui regarde des sujets. Donc là, c'est plus pour des problématiques industrielles, en connexion avec des lieux où il y a beaucoup d'industrie et où il y a potentiellement beaucoup d'hydrogène qui serait produit. Avec une vocation aussi à transporter de l'hydrogène produit dans le sud de l'Europe, ou voire même dans les pays du Maghreb, et qui remonte en Allemagne. Enfin, il y a tout un tas de projets comme ça, mais disons que, vous voyez, on est très en amont. Et nous, GRDF, on va dire, on sera impacté plutôt dans un temps futur, où nous, c'est le petit réseau qui va jusque chez les gens. Pour l'instant, on n'a pas une vision où l'hydrogène se développe massivement dans le bâtiment, parce que ça pose des problèmes, notamment de sécurité, qui sont quand même importants. Pour autant, on essaye de mettre en place, quand même, de regarder l'impact sur les chaudières, sur les brûleurs, sur les organes de sécurité. Donc on met en place des normes. Enfin, vous voyez, on prépare le sujet, mais on est dans des phases très amont, pour le dire. Il y a des pays qui misent sur l'hydrogène dans le bâtiment. En Angleterre, par exemple, ils sont assez en pointe sur le sujet. En Allemagne, il est demandé à chaque Stadtwerke, donc dans le cadre de leur loi GEG, donc eux, vous savez, ils ont un système un peu atomisé de distribution fourniture d'électricité et de gaz. Donc chaque commune ou grande municipalité est assez indépendante. Et chacun, avant 2028, doit faire un plan stratégique de chauffage où ils disent s'ils investissent ou pas dans un réseau d'hydrogène local pour alimenter notamment des bâtiments. Donc vous voyez, il y a des pays qui sont plus offensifs, on va dire, là-dessus. Nous, en France, pour l'instant, on est plus timoré, j'ai envie de dire, plus sceptique. On pense que ça viendra peut-être, mais pas dans un temps, pas à moyen terme. Ouais, je crois que sur l'hydrogène, puis on pourra travailler sur la feuille de route hydrogène en Nouvelle-Aquitaine. On s'aperçoit quand même qu'on a été sur une courbe de Gauss, très forte demande exponentielle d'analyse, de capacité des réseaux à absorber l'hydrogène, capacité, etc. En plus, on a l'avantage en Nouvelle-Aquitaine, c'est d'avoir une autoroute gazière qui vient de l'Espagne et qui remonte. D'accord ? Donc, ce qui a fait qu'effectivement, on s'est dit, c'est certainement quelque chose d'intéressant à faire. Très honnêtement, on a atteint un peu une chape de verre là, pour l'instant sur ces projets-là en niveau d'hydrogène. On en parle avec beaucoup moins d'insistance qu'on en a parlé il y a quelques années. D'autres questions ? Frédéric, de toute façon, tu n'en aurais pas posé une, je t'en aurais posé une.
une préoccupation plutôt personnelle, à laquelle j'ai pas de réponse. Une préoccupation qui remonte à peu près il y a 2 ans, avec une discussion avec un hydrogéologue qui m'évoquait l'abaissement assez fort des débits des rivières, des débits d'eau des rivières, des fleuves, et donc l'impact du climat progressivement sur le fonctionnement des centrales nucléaires. J'ai l'impression qu'on imagine une cible, un scénario 2050, qu'on est tous focalisés dessus, un peu comme quand on joue au golf et qu'on vise un trou et qu'on se dit ma balle, elle va probablement tomber sur la trajectoire que je vise. Et puis dans le moment d'après, on la découvre dans la forêt de droite ou dans l'étang de gauche. Et j'ai l'impression que sur le scénario de 2050, c'est un peu ce qui va se passer. Vous l'avez dit, Madame Martin, dans les 10 prochaines années, une augmentation très forte du besoin en électricité, bien évidemment avec des contributions progressivement qui vont être reprises en relais par les éoliennes, par le photovoltaïque, par des diminutions de consommation d'électricité. Mais en même temps, la mobilité va générer de la demande. On est même sur des politiques tout ou rien où on va pratiquement interdire des moteurs à combustion interne sur la mobilité. En 2035, on est quand même en train de réfléchir, ça me rassure un peu, qu'on se repose des questions sur des décisions rapides comme ça, qu'on est capable de prendre à des impacts internationaux. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a des réflexions, des prises en compte de scénarios au niveau d'EDF, au niveau de ses ressources en énergie primaire, sur, imaginons qu'on n'ait plus de débit d'eau dans nos rivières, qu'on ne sache plus refroidir nos réacteurs, qu'on ne sache plus relarguer des radioéléments, qu'on stocke des fois un petit peu déjà en ce moment, et que du coup, cette ressource en électricité, elle puisse être très très réduite dans la part du nucléaire qui quand même contribue fortement à notre ressource électrique et à notre souveraineté, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, j'ai quelques éléments de réponse. Je ne travaille pas à la production, donc je ne serai pas la technicienne de pointe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, une centrale, dans sa réflexion... Alors, il ne faut pas isoler les centrales aussi de nos barrages et de notre hydro, parce qu'on gère aussi de manière coordonnée. Une centrale, ce n'est pas un élément qui fonctionne tout seul. Toutes les centrales et toutes les directions autour de la production travaillent énormément avec les agences de bassin, les agences de l'eau et beaucoup d'acteurs. Donc ces choses et ces surveillances et le choix des usages, il est vraiment regardé de manière concertée. Typiquement, si on parle d'augmentation de la consommation, le sujet dont vous entendez parler, c'est les EPR2. Bon, même s'il y a un petit texte qui est passé comme ça, il y a une semaine, mais bon, les choses, on va regarder sur le temps long. Le choix des EPR2 ou l'emplacement des EPR2, il se fait aussi par rapport aux endroits où on pense qu'on n'aura pas le même sujet d'eau qu'à d'autres endroits. Donc, dans les prédictions ou dans les choix des futurs sites, évidemment, le sujet de l'eau est regardé. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus globalement, on travaille avec, donc il y a une direction qui s'appelle la direction Impact chez EDF, qui travaille pas que sur les sujets du nucléaire d'ailleurs, mais globalement parce que EDF est quand même présent dans le quotidien un peu de tous et pas que sur l'électricité. On regarde globalement les effets du réchauffement climatique et on ne le travaille pas à l'échelle d'un fleuve, une centrale et nos installations. Aujourd'hui, on a monté des groupes de réflexion et on prépare l'avenir avec des régions et avec les autres acteurs industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si chacun étudie les impacts du réchauffement climatique sur son activité et imagine un plan d'action, il se plante. Parce qu'en réalité, on va être très nombreux à être concernés. Et donc ce travail-là, et en tout cas pas que sur le sujet de l'eau, sur d'autres ressources aussi, il se regarde à une échelle qui est beaucoup plus macro. Mais ce qui est sûr, c'est que sur nos sites actuels, on n'a pas d'inquiétude dans le temps de vie qui nous reste sur les centrales. Pour les futurs sites, les EPR2, on fait des choix justement en fonction de ces données hydro et on ne mettra pas des EPR2 forcément là où il y a, sur tous les sites où aujourd'hui on aurait des centrales, des choix sont faits. Et vraiment l'impact plus globalement avec les acteurs, les agences de l'eau et sur, je vais dire pas que sur l'eau mais sur les autres sujets, sont vraiment regardés à l'échelle très macro. Après, je ne suis pas dans le détail de ces études, donc je ne vais pas répondre à l'hydrogéologue, mais évidemment que c'est pris en compte. On ne peut pas avoir des outils comme cela et juste attendre que le temps passe en espérant que la pièce tombera du bon côté. Ça, c'est pas possible. Merci. Tu veux réagir ?
Non, ça me donnait envie de compléter sur la question de la réponse locale et sur la question de l'installation dans les territoires des unités de production qui sont des unités relais finalement de la production nucléaire. C'est aussi le moyen pour les territoires, comme peut le faire une entreprise d'ailleurs en regardant ses consommations et ce qu'elle peut produire sur place. Et s'il n'est pas capable de le produire sur place, de consommer sur une centrale qui est à côté en autoconsommation, que sais-je, de remettre tout le monde en situation de compter combien je consomme par rapport à ce que ça veut dire produire ici ce que je consomme. Et donc, moi, je suis assez convaincu que ça va se jouer là, ça va se jouer dans les territoires, sur la prise en compte d'utiliser ces enjeux de production qui sont des choses visibles, qui arrivent à côté de chez soi, pour se dire, mais en fait, je n'ai pas le choix que de réduire en effet mes consommations, de faire attention à mon usage, parce qu'en effet, sinon, il y a de fortes chances que la balle de golf, elle n'aille pas que dans les temps ou dans la forêt, qu'on ne la retrouve plus du tout. Donc, c'est comment on couple finalement l'enjeu énergétique avec un enjeu de consommation, de sobriété. C'est-à-dire remonter par rapport à votre petite pendule, là, de l'ENR en bas, en regardant l'ENR et ce que ça suppose que ça veut dire, et concrètement de quoi on parle en termes de quantité, d'image, de territoire, de puissance et de nuisance aussi, par rapport à des enjeux de sobriété et ce sur quoi on a la main. Ok, très bien. Non, mais je pense qu'effectivement, tous ces témoignages de consommation, production, consommation locale sont très importantes. Et Frédéric, qui vient de poser cette question sur la partie nucléaire, nous a fait l'honneur, il y a quelques mois, peut-être une année maintenant, de venir visiter dans le cadre de la SCF les installations du CHU de Poitiers, dont tu as la responsabilité au niveau patrimoine et gestion énergétique, et démontrer qu'un CHU comme celui de Poitiers, avec tout l'investissement, c'est déjà un territoire. D'accord, et qu'il a déjà, c'est 10% d'autoproduction que vous avez sur le site, je crois, aujourd'hui, quand on globalise la géothermie, le photovoltaïque, ça, c'est que l'élec, ça. C'est que l'élec. Mais vraiment, c'est impressionnant, et c'est là l'intérêt. Alors, ils ont la faculté, en plus, si tu veux, dans un site comme celui-ci, et quand je discute avec le port de La Rochelle aujourd'hui, c'est un peu le même phénomène, c'est qu'ils ont leur propre réseau interne. Donc, les phénomènes d'autoconsommation, ils restent en autoconsommation individuelle, même s'ils sont en bâtiment collectif, quoi. D'accord, donc effectivement, mais je pense que des dynamiques comme celle-ci, à ces échelles-là, sont une dynamique très importante. Et c'est vrai que j'en profite pour vraiment féliciter ce que vous faites depuis une dizaine d'années sur Poitiers et qu'on suit régulièrement avec la SCVF sur ces dimensions-là. D'autres questions? Oui. Allez, je vais marcher un peu, ça me fera du bien. Merci. Oui, une question en fait à Benoît de GRDF. Concernant le parc chaudière gaz, on a un parc d'à peu près 10 millions de chaudières gaz aux alentours, on aura en place à peu près 500 000 par an, en tenant compte de la durée de vie moyenne. Et de l'autre côté, on a une montée en puissance du gaz vert avec un taux de méthanisation qui augmente, etc. Bon, en clair, est-ce qu'il y a un moment donné où les courbes peuvent se croiser, c'est-à-dire qu'un gaz devienne éligible en quelque sorte pour redevenir un combustible pour des équipements thermiques, qui amènerait à réviser un petit peu les réglementations et amènerait aussi les industriels à imaginer de poursuivre des productions de générateurs thermiques classiques pour éviter de tomber en rupture à un moment donné. Voilà, c'est une question un peu de planification. Est-ce que côté GRDF, vous y avez réfléchi, j'imagine, mais sous quelle forme? Merci Jean-Pascal pour la question. Oui, alors il y a de toute façon des feuilles de route. Donc nous, on a un document qui répond exactement à ce que tu demandes, là, qui s'appelle les perspectives gaz. Donc il y en a eu un en 2022 qui donne la vision 2050 et puis un en 2024 qui donne un peu un focus sur les années 2035. Donc tout ça, ça se retrouve facilement en ligne sur le site de GRDF ou celui de Natran. C'est fait par l'ensemble des opérateurs gaziers. Il y a Terega aussi, enfin, tous les opérateurs gaziers de France et de Navarre. Et c'est notre vision de l'évolution du parc client d'un côté et de la production de gaz vert qui augmente de l'autre. Donc après, ces feuilles de route, on les partage avec les pouvoirs publics. Donc il y a la SNBC, enfin bon, il y a tout un tas d'exercices. Il y a les scénarios de l'ADEME, naturellement, avec des visions contrastées en fonction des différents scénarios. Mais on est assez proche du scénario 3 de vos transitions 2050 dans les perspectives gaz. Donc on est tout à fait raccord. Et en gros, on va dire ce sur quoi on s'entend globalement, c'est qu'en 2030,
on sera entre 15 et 20% de gaz vert dans le réseau. Hein, donc en gros, les pouvoirs publics disent plutôt 15% et nous, on dit plutôt 20%. Sachant quand même qu'en 2023, ils nous avaient fait le coup, ils avaient dit vous ferez 6 TWh de gaz vert en 2023. Bon, et on disait non, on peut faire le double. Et ils n'ont pas voulu nous croire, mais on a fait le double. Du coup, ça a coûté plus cher parce qu'il y a eu voilà. Mais bon, étant donné qu'il y a d'autres filières qui faisaient pas les chiffres, du coup, bon, on a pu récupérer des budgets, mais donc voilà, on est toujours, enfin, on cherche toujours à aller un peu plus vite que ce que disent les pouvoirs publics parce que avec le monde paysan, il y a quand même un essor important de la méthanisation notamment. Les autres filières, pyrogasification, gasification hydrothermale, elles sont moins matures. La méthanation encore un peu moins parce que ça nécessite de l'hydrogène et on a dit que l'hydrogène c'est plutôt à long terme. Donc bon, là pour l'instant, on a moins ce relais-là. Donc voilà, on a une vision où dans les perspectives gaz 2024 notamment, on défend qu'on peut être entre 2035 et 2040 à 50% de gaz vert dans le réseau. Et donc pour répondre un peu à l'intention de l'Europe d'arrêter les chaudières fossiles d'ici 2040, nous on estime qu'en 2040, de toute façon, les chaudières elles seront alimentées par du gaz qui est en majorité vert, donc de toute façon, on va dire dans l'esprit, on sera au rendez-vous. Et naturellement 100% en 2050. Et notre vision du parc, après, c'est un parc qui reste bon an mal an à 10 millions de chaudières. Aujourd'hui, il y a très peu de variations en fait sur notre parc. On perd un petit peu. Enfin, il y a des années où on a gagné des clients chaque année, et là, on en perd un petit peu, mais c'est de l'ordre, c'est en dessous de 0,5% chaque année. Donc, vous voyez, c'est pas très significatif. Merci Benoît. Comme vous avez vu, Eve m'a dit dans l'oreillette qu'il me restait 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Ce sera la dernière question. Bah, vous avez vu qu'on va parler à l'oreillette, quoi. Bonjour, Cyril Moury, je suis journaliste à Terre-Presse. Et en fait, je voulais revenir avec M. Magneux sur l'utilisation de l'hydrogène dans le bâtiment, parce qu'a été inauguré, c'est tout récent, c'est la semaine dernière, à Pertuis, c'est exactement ici, il n'y a pas le S, au-dessus d'Aix-en-Provence, une chaudière dans une résidence sociale d'Erilia. Ils ont remplacé une chaufferie de 190 kW qui était énergivore par 2 chaudières à condensation avec à côté d'une, chacune, un électrolyseur. Et ça marche très bien. Ils ont réduit de 30% les consommations énergétiques, 8 millions, mais enfin, pas mal de carbone. Et GRDF est dans le coup puisqu'ils étaient à l'inauguration. Donc vous soutenez quand même, et en fait il n'y a que De Dietrich aujourd'hui qui développe ça avec Bulan. Wiesmann, depuis qu'il a été racheté, il a complètement arrêté. Donc ce serait quand même bien de les soutenir parce qu'ils passent quand même une phase un peu difficile, c'est comme vous le savez je suppose. Et voilà, donc il faut que GRDF les soutienne. Enfin, franchement, ça me paraît important. Merci pour la question. C'est vrai qu'on les soutient. Enfin, la preuve, donc, c'est qu'on était assez. Enfin, après, là, en effet, il n'y a qu'un fournisseur, enfin qu'un fabricant. Moi, enfin bon, personnellement, je suis. Enfin, j'ai pas le droit quand il n'y a qu'un fabricant, en gros, de personnellement de faire la promotion trop du. Voilà. Enfin, chez GRDF, on a une mission de service public. Du coup, il y a tout un tas d'engagements qu'on a là autour. Donc, quand c'est des produits où il y a plusieurs fabricants. C'est plus facile de parler en public et de manière plus expansive des choses. Voilà. Bon, après, là, on voit bien, vous voyez, il n'y a qu'un fabricant. Bon, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve très bien. Et c'est bien qu'il y ait de l'innovation, qu'on tire le système vers le haut. Mais pour l'instant, on n'en est pas... Enfin, on travaille sur les normes, hein, d'ailleurs, y compris avec le CNPG, avec les équipes de Dietrich sur ces systèmes-là, pour que ce soit installé dans des conditions de sécurité, etc., qui vont bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas, disons, en phase d'un déploiement massif. On avait travaillé aussi sur des piles à combustible avec Wiesmann, à une époque d'ailleurs où il y avait aussi d'autres... Bon, il se trouve que les pouvoirs publics français ne croient pas beaucoup dans tout ce qui est cogénération et qu'ils ont flingué, enfin je le dis un peu trivialement, mais tous les tarifs de rachat qu'il y avait sur les systèmes de cogénération en gaz ou voilà, dont les systèmes piles à combustible pour produire de l'hydrogène, donc enfin bon, et de l'électricité derrière. Donc tous ces systèmes-là aussi, vous voyez, on en faisait la promotion à un moment donné. C'est des choses qui aujourd'hui on n'en parle plus trop parce qu'on a l'impression que c'est pas encore le moment où ça va prendre vraiment pied sur le marché, quoi. Oui, parce que BTR a déjà fait il y a quelques années une installation à côté de Saint-Étienne, d'accord, aussi avec une chaudière 100% hydrogène H2. Ouais, ouais.
Et très honnêtement, justement sur La Rochelle, sur le territoire zéro carbone, on a une expérimentation, c'est-à-dire qu'on a une centrale photovoltaïque, on est en multi-autoconsommation collective, et sur lequel on a mis une production d'hydrogène pour stocker l'électricité lorsqu'on n'a pas besoin. Et en volontaire, on voulait faire de la mobilité et de l'énergie. Donc on avait rencontré BTR pour voir un peu comment on pouvait faire. Ça n'a pas abouti pour l'instant, pour des raisons simples, c'est que notre électrolyseur a mis un peu de temps à se mettre en ordre, puisqu'il devait être livré fin 2021 et il va être livré début février. Donc il y a un petit décalage de livraison, ce qui nous a permis d'avoir quelques outils mobilité, mais sur la partie effectivement chaudière, on voit bien que ça, c'est pas encore si simple que ça quoi, à développer. Quoi. Et juste pour bien préciser, nous, notre vision sur l'hydrogène, c'est que ça a clairement de l'avenir. Il y a eu un moment, on en parlait beaucoup. Le balancier, il était parti peut-être un peu trop vite, trop fort sur de la com, alors que il y a tout un tas de soucis de mise en place d'infrastructures lourdes comme celle de Natran là que j'évoquais, ou d'autres qui sont des préalables en fait à ce que les marchés se développent vraiment. Donc maintenant, on a l'impression que le balancier il revient en arrière, mais peut-être trop loin du coup, parce qu'on va dire que c'est flingué, que c'est foutu, que ça vaut rien, alors qu'en fait non. C'est juste que c'est pas le moment encore où ça se développe de manière très significative, où ça prend place, mais moi je pense vraiment que ça viendra de toute façon, parce que ça enlève tout un tas de problèmes de stockage de l'énergie, notamment de l'électricité. Bon, il y a toujours des difficultés pour la stocker, et c'est donc l'hydrogène une façon de la stocker, de la transporter sans trop de déperdition. Et voilà, donc moi je pense que rationnellement ça a sa place dans le mix énergétique du pays, mais à long terme. Oui, dans la mobilité très lourde, oui. Nous, on travaille un peu sur la ville de La Rochelle, c'était parce qu'on est toujours un peu dans l'acculturation et l'acceptabilité. Donc, on a essayé de développer tout un parc de véhicules, du vélo, le triporteur, le véhicule. On sait très bien que ce n'est pas là la techno qui va être demain performante. Par contre, c'est cette techno-là qui va nous permettre d'acceptabilité des usagers. Avant qu'un usager monte dans un train hydrogène, il va falloir qu'il soit en confiance. On l'a vu, on a fait il y a quelques années le passeur, c'est-à-dire le bateau qui vient des Minimes jusque dans le Vieux-Port, qui était hydrogène. Il a fallu travailler beaucoup plus sur l'acceptabilité que sur la partie technique. Et le pire, c'est que l'acceptabilité qu'on a eue, c'était plutôt les résidents qui habitaient à côté du système d'alimentation du dispenseur d'hydrogène. Donc voilà, mais ces genres d'expériences permettent d'avoir un retour d'expérience pour piloter tout ça. D'accord, mais je pense qu'effectivement, il suffit de regarder l'hydrogène. On a beaucoup poussé. Il y a McPhy qui a énormément investi. Aujourd'hui, ils sont au bord du précipice, alors que c'est un joyau de l'hydrogène en France et qui... On va bien voir ce que ça a donné, mais c'est pas terrible. Ouais, je crois qu'il y a un truc là-dessus, peut-être un sauvetage. Non, mais oui. Donc nous, on y travaille, mais plus en mobilité lourde ou alors avec des industriels de type des cimentiers. Enfin bon, bref, sur des gros process. Juste, il y a eu un message ce matin sur la vision qui doit se tenir dans le temps. Je pense que c'est un sujet important. Moi, je voulais juste rebondir. Les CPB, nous aussi, on fait partie de ceux qui en chercheront. Ce que je constate quand même. Deuxième fournisseur gazier en France. Alors, d'abord parce qu'on a eu des méta, on a fait plein de choses. Voilà. Maintenant, il faut savoir quand même qu'à chaque fois qu'on vend une offre gaz, on vend une offre de décarbonation à côté pour les accompagner vers la ressortie. Je ne peux pas dire autrement. C'est une réalité. Non, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que sur les CPB, qui demain est une obligation, il faut qu'on ait un peu plus de confiance et de stabilité. J'ai parlé tout à l'heure des stop and go sur les C2E. Aujourd'hui, on voit des gens qui voudraient sortir des méthaniseurs, qui voudraient du coup compter les CPB dans leurs gains, dans leur modèle économique. Et on a vu des partenaires financiers reculer devant les projets à 15 ans en nous disant on n'est pas sûr que l'État maintiendra ce dispositif sur la durée. Donc, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est qu'à force de faire des stop and go, on est en train de se tirer dans le pied. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on passe une réglementation et qu'on trouve des gens motivés, on finit par avoir des partenaires externes qui nous disent, nous, 15 ans, stabilité de ce qui est décidé, quid de la suite, quoi. Donc, vous en avez parlé ce matin, c'est-à-dire que quelles que soient les orientations, c'est pas toujours facile de tenir bon et de tenir le cap. Et en tout cas, les CPB, c'est un sujet hyper important. Enfin, vous l'avez évoqué et tout le monde y participe. Ça va être vraiment conditionné aussi. Il va falloir un peu de stabilité dans les décisions. Ça fait redondance effectivement à ce qui se disait ce matin sur la capacité des banques à prendre des risques financiers sur des choses à fort investissement avec une visibilité très faible parce que les règles changent tellement vite que c'est